Drive présente À l'écoute des détails, le podcast. Et quand j'ai vu cette émotion, je me suis rendu compte, moi qui suis pas très mariage, je me suis dit, ah ok d'accord, donc en fait vraiment tu fais quelque chose de bien. Bonjour à tous, bienvenue dans À l'écoute des détails, le podcast des amoureux des détails. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du textile, des matières, du volume et surtout de l'émotion, car notre invité participe à l'un des plus importants jours de notre vie. Elle s'appelle Orlane Herbin et je suis très heureux de l'accueillir. Bonjour Orlane. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, assez bien. On va s'installer dans tes détails, si tu le veux bien, aujourd'hui. Alors, tu es créatrice de robes de mariée et de cérémonie. Oui. Mais on va surtout commencer par les détails du début, parce que ça n'a pas toujours été ça. Tu as commencé par travailler dans la mode, pour des grands noms de la mode. Mm-hmm. Quels sont tes premiers détails, quand tu vas chercher dans ta mémoire, qui t'ont amené vers cet univers ? Est-ce qu'il y a des détails dans ton enfance qui t'ont appelé vers ça ? Deux choses me viennent en tête. Le toucher. Et du coup, mon premier doudou qui m'a suivi très très longtemps. Tu te souviens de la matière ? Je pense que ça devait être une flanelle, quelque chose comme ça. C'était hyper doux, c'était très usé évidemment, à force de le toucher, de le traîner partout. Je l'ai même caché vers la fin, j'étais un peu honteuse de l'avoir encore. C'était quel âge ? Ça ne se dit pas ce genre de choses. Hier soir, je l'ai... Ouais. Mais il est dans mon sac. Non, mais cette douceur, c'était... Voilà, il était moche, il était vraiment vilain, mais super doux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et la matière, pour moi, c'est important, la douceur. Donc je pense que ça vient de ça. Ça vient de là. Et après, un personnage... j'ai pas été entourée de... J'ai pas eu une maman hyper féminine, j'ai pas de grande sœur, etc. Mais j'avais une marraine hyper coquette qui me subjuguait, en fait. Elle avait un choix dans sa façon de s'habiller, de se maquiller. Et j'étais fan. Je disais que c'était ma sœur, d'ailleurs. C'était un exemple. C'était un vrai exemple, en fait, de féminité et de justesse. C'est quelqu'un qui t'a accompagné après dans le reste aussi, qui est resté près de toi quand t'as pris ta carrière dans la mode ? Pas spécialement, elle est là. Mais non, pas spécialement, parce qu'elle est vraiment en dehors de tout ça. Puis c'était vraiment une époque, pour elle en tout cas, qui était plus âgée que moi, c'était l'époque un peu cure. Donc par rapport à aujourd'hui, elle avait quand même cette esthétique-là. D'accord. Mais ça me fascinait. T'as fait ce choix vraiment très très tôt, tu sais, de partir vers la mode. T'avais déjà un chemin tracé ou ça arrivait, il y a eu des balbutiements et puis ça arrivait à... il y a eu pas mal de balbutiements. Tu t'es cherché ? Ouais. Je me suis cherchée, j'étais pas du tout... En fait, la mode me faisait très peur, j'aimais pas ça, j'aimais pas le milieu et je pense ne pas m'être trompée, c'est un milieu quand même très particulier. C'était pas la mode qui m'attirait, c'était le vêtement et surtout c'était rendre beau. Et je trouve, j'ai constaté à part plein d'expériences que la même personne habillée de différentes manières peut vraiment évoquer plein de choses différentes. Et en fait, c'était ça, rendre beau les gens. Et t'avais déjà des intentions vers des matières que tu préférais ou ça s'est arrivé dans le métier ensuite ? Alors le métier me l'a confirmé, mais j'ai toujours été attirée, bon comme beaucoup de filles je pense, mais par tout ce qui est le plus luxueux, les plus belles matières. Cette douceur, elle est toujours restée, ce besoin de toucher, le côté tactile. Et tu vas travailler après avec des grands noms de la mode, peut-être des noms qui vont pas parler au commun des mortels qui ne s'intéressent pas vraiment à ce milieu. Mais ça, t'y arrives comment ? Ça arrive comment ? Tu postules ? Tu t'es repéré ? Non, beaucoup de culot. Je suis en école de mode ici dans la région et on doit faire des stages. Quasiment tout le monde choisit d'être dans la région et en fait, à l'époque, on était à l'époque du CV écrit, lettre de motivation, pas de mail. Et j'ai tenté sur plein d'adresses, plein de noms qui me plaisaient sur Paris. Et en fait, j'ai un jour eu un appel. Et alors, contre l'avis de mes professeurs, parce que je partais trop longtemps en stage, mais c'est pas grave, j'y étais quand même. Et au moins, j'avais vraiment un pied dans le vrai milieu de la mode sur Paris, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, j'y étais au culot. Et qu'est-ce que tu as appris dans ce milieu de positif et de négatif ? Alors, de positif... le côté fastueux, les belles choses, les belles matières, les belles rencontres, les personnes importantes. Il y a quand même quelque chose qui brille dans tout ça, qui est hyper attrayant. Et par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est ce qui a fait que je suis sortie de la mode, même si j'ai eu un peu une expérience prêt-à-porter, mais c'est l'obsolescence de la mode. C'est que tout va trop vite. Et moi, je suis quelqu'un d'assez nostalgique. J'aime que les choses restent dans le temps. Et c'est ce qui m'a un peu
déplu. C'est qu'on n'a pas fini une saison, qu'on est déjà dans une autre, qu'un produit est à la mode et tout le monde se l'arrache à un moment précis et 6 mois après, il faut surtout pas le porter, c'est has-been. Ça, c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup. Et donc en 2002, tu crées ta propre marque. Oui. Et donc ça, tu vas t'en servir de ce côté-là. Est-ce que tu vois le côté obsolescence, tout ce que t'as pas aimé avant, est-ce que ça va forger l'après? Oui, parce qu'en fait, j'essaye de justement pas être à la mode. Faut que tu nous expliques. C'est-à-dire que... Intemporel ? Être intemporel d'office, mais en fait, si on suit une mode, il faut faire un certain, je sais pas, on va prendre un produit, il faut faire à ce moment-là, cet hiver-là, c'est la mode du short, il faut que le short soit de cette taille, cette hauteur-là, il faut qu'il ait cette couleur-là, cette matière-là, et ça m'ennuie en fait. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que la mode, elle est c'est une tendance, c'est un peu ce qu'on voit dans les rues, c'est une façon d'être, pour moi, être à la mode, c'est déjà se plaire à soi-même, c'est avoir son propre style. Il y a des gens qui sont super lookés, mais qui sont ridicules, on va pas se mentir. Donc, et voilà. Enfin, c'est là la différence pour moi, c'est que. Après, tant qu'on est heureux. Tant qu'on assume complètement, tu vois. Complètement. Je fais les beaux-arts, donc je suis prête à tout voir à tout 30 ans. Et j'admire justement le fait d'avoir sa propre personnalité. Après tout ça, donc t'as ta marque, et puis tu vas plus te spécialiser dans la robe de mariée. Oui. Ça va arriver au bout de combien de temps ça va être un déclic assez rapide ou petit à petit, peut-être tu vas avoir une proposition et puis tu vas le faire. C'est un peu ça. C'est presque contre mon gré. Si on m'avait dit que j'allais faire de la robe de mariée, pas du tout. Ça m'a jamais fait rêver. J'ai pas été cette petite fille à imaginer des princesses et tout ça. J'ai eu ma marque de prêt-à-porter. Petit à petit, j'ai eu ma boutique et avec ma boutique, j'ai eu mes clientes. Quand je dis mes clientes, c'est-à-dire qu'on a commencé le sur-mesure. Et donc, je leur faisais vraiment des choses spécialement pour elles. Et un jour, une de ces clientes m'a dit, voilà, si je me marie, c'est toi qui me fais ma robe. Donc, je lui ai dit, non, j'ai jamais fait ça, c'est pas possible. Et en fait, l'histoire, c'est que c'était pas du tout une robe classique. C'est pour ça aussi qu'elle voulait que je fasse sa robe. Et son univers m'a plu. Elle m'a donné carte blanche. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré parce que c'était tellement différent. J'avais l'impression de presque faire un costume de scène pour une scène quand même bien précise qui est le mariage. Donc et en fait, j'ai cru que c'était un one shot, que ça n'allait pas continuer. Et cette robe a fait un peu parler d'elle. Du coup, il y a eu une deuxième demande, une troisième, et petit à petit, ça a pris le dessus. Et après, t'as décidé d'être complètement là-dedans, donc t'as arrêté ta marque ou Alors, je peux toujours faire un peu de prêt-à-porter, mais vraiment à la demande. Non, c'est l'inverse. C'est celle qui t'a demandé la robe de mariée va peut-être faire après du prêt-à-porter. Complètement. En toute honnêteté, vivre du prêt-à-porter aujourd'hui, si on est créateur, on veut fabriquer en France, etc., et avoir des prix compétitifs. C'est foutu. Ouais. On mange pas. La robe de mariée, c'est différent parce que on y met une certaine valeur. Les gens ont compris qu'on passe beaucoup de temps dessus. Il n'y a pas que les matières, il y a vraiment toute la réflexion, etc. Et du coup, déjà, c'est un peu plus rentable, en toute honnêteté. Mais c'est pas du tout le même métier. Je pense que si je devais choisir entre les deux, ça resterait compliqué parce que je me suis vraiment éclatée dans les années prêt-à-porter, mais c'était beaucoup trop de contraintes. Oui. Là, t'es plus dans une forme de liberté, de relation à l'autre, parce que finalement, comment ça se passe, tu vois, les détails, t'as une mariée qui arrive, une future mariée, pardon. Tu vas psychologiser un petit peu les choses, tu vas devoir être avec elle, lui dire ce qu'elle veut, ça se passe comment? J'ai vraiment besoin je parle même pas du premier rendez-vous comme rendez-vous, je parle de la rencontre. Comme je ne fais quasiment que des robes uniques pour la mariée, il est évident que j'ai besoin de savoir qui va la porter. Et ça va très vite, en fait. Dès les premières minutes, j'ai compris que si c'est quelqu'un qui est plutôt exubérant, quelqu'un plutôt qu'il va falloir rassurer, quelqu'un qu'il va falloir accompagner. Enfin, et super vite, j'arrive à détecter les petites subtilités de son caractère. Alors, je la connais pas en détail, ça se fait au fur et à mesure, mais je pourrais plus aujourd'hui. Là, j'ai eu l'exercice d'essayer de faire une collection de robes de mariée plus vraiment pour les boutiques. Et ça m'a été hyper compliqué parce que tout d'un coup, j'avais personne devant moi. En fait, j'avais que mes matières qui m'inspirent beaucoup, mais malgré tout, j'avais pas ce caractère qui me nourrit, en fait. Ouais, t'avais pas le vécu de la personne, j'ai les pas son attentes. Vécu. Et je vais prendre le même pied avec une mariée qui a un caractère un peu rock'n'roll et qui s'impose et voilà, et une mariée beaucoup plus douce, romantique. À partir du moment où elle respire sa robe et sa robe la respire, en fait,
d'office, il y a une cohérence et là, je suis à fond. Est-ce que tu vas de temps en temps à l'encontre où tu bouscules un peu, tu sais, quelqu'un qui serait un peu introverti, tu vas faire un truc d'exubérant et tu vas essayer de lui passer ce côté... Quand je sens qu'il y a le potentiel, oui. Quand je sens qu'elle ose pas, oui. Si je vois que vraiment, je vais lui faire violence, parce qu'il y a une pudeur, il y a des complexes, je sens qu'il y a une souffrance, je vais pas aller plus, je vais la rassurer, je vais être, voilà. Par contre, quand je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie, je vais essayer d'avoir, on va essayer d'avoir un rendez-vous sans maman, par exemple, et parce que c'est très, voilà, ça va jouer beaucoup, hein, l'entourage. Une mariée, il y a certaines mariées qui sont très influençables et qui veulent faire plaisir à tout le monde. Et non, c'est elle qui se marie, donc et c'est là où il faut être assez subtil, sans vexer personne et. Ça prend du temps, tu sais, parce que justement, c'est un choix un peu crucial. Et on doit avoir une certaine pression de se dire, voilà, c'est le jour J, j'ai une robe, c'est le jour le plus important de ma vie, un des jours les plus importants de ma vie. Est-ce que ça prend du temps parfois, les gens disent, bah attends, non, j'ai besoin de réfléchir, ça prend plus de temps que prévu. Oui, bien sûr. Ben, moi, très souvent, en fait, quand elles viennent, je pars toujours du principe que leur robe n'existe pas. Donc, alors bien sûr, il y a des robes à essayer, mais on se rencontre, on va ensemble et très souvent, à la fin du rendez-vous, ça peut prendre 1h30, 2 heures, ça peut durer 3 heures. Après avoir fait le divan, après avoir bien discuté, elle se retrouve avec une robe qui parfois n'est même pas la bonne taille, qui est pas fermée derrière. Il y a un autre morceau, il y a une manche d'une autre robe, il y a un bout de tissu, il y a 36 épingles. Et puis tout d'un coup, on se regarde toutes et on se dit, bah voilà. Alors, en vrai, ça ressemble pas à grand chose, mais j'ai réussi à les projeter. Moi, je vois la robe finie et je sens qu'elles prennent. En tout cas, celles qui viennent, elles arrivent à se projeter quand même. Sinon, c'est assez compliqué. Et parfois, elles me disent, OK, c'est bon. Et je leur dis toujours de dormir dessus. D'avaler, de penser à plein de choses. Moi, de mon côté, après, je fais le croquis. Je remets noir sur blanc ce qu'on s'est dit et ce qu'on a créé ensemble, finalement. Et je leur envoie très vite le croquis pour qu'elles puissent vraiment, comprendre ce qu'on a fait et le réaliser en fait. Certaines vont très très vite, d'autres ont besoin de voir d'autres choses, de s'inspirer ailleurs et elles reviennent et voilà. Donc en fait, dans tes process de travail, tu as déjà un travail, je vais dire dans la masse, ça veut dire que tu prends la personne et tu t'imposes des matières, etc. Et ensuite tu dessines. Il n'y a pas le dessin avant de... Le dessin se fait quasi... Alors, je dessine dans ma tête. Parfois, j'ai un petit cahier à côté et je fais des petits croquis. Mais il arrive qu'elles me décrivent un peu ce qu'elles veulent par mail. Il y a déjà une première étude par mail. Déjà pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Parce que faire sa robe, c'est pas non plus... si c'est pour me faire un vêtement folklorique, ça sert à rien. L'idée, c'est... Je dois rester... autant la robe est pour elle, mais j'ai besoin que ce soit mon ADN aussi. Bien Donc, sûr, du coup, on échange déjà par mail. Et parfois, elles vont m'envoyer des photos d'elles, où elles vont se décrire. Et c'est vrai que je pourrais presque déjà le dessiner. Mais j'ai besoin de cette rencontre, j'ai besoin de cet échange et de ce côté un peu psychologique quand même. Il y a plein de spiritualité en fait. Ça fait partie du... Et c'est pour ça, je pense qu'à la fin, à chaque fois, elles me disent, Orlane, tout le monde m'a dit, cette robe, c'est toi, c'est ton caractère, ça pouvait pas être à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est génial. Là, t'as réussi quand t'as ce genre de commentaires. C'est ma plus grande fierté, ouais, tout à fait. Elles viennent, les futures mariées, t'as toujours la même récurrence. Et voilà, tu disais tout à l'heure avec la maman, la meilleure copine. Il y a toujours ce microcosme-là autour où t'as eu des choses parfois un peu fantasques. C'est le papa qui est venu. C'est arrivé, le papa. 2 fois, c'est arrivé que c'était le futur mari avec. Ah oui, ça, c'est déstabilisant. Ouais, c'est un peu... C'est un peu dommage parce que c'est lui qui choisit, en fait. Effet de surprise, n'est plus là. Oui, voilà. Et puis vraiment, il choisit et à la fin, elles me disent j'aurais pas pris celle-là et je trouve ça dommage. Ah oui. Ouais. Bah, s'il est là, c'est qu'elle va l'écouter. Ouais. Donc même si j'essaye de la faire parler, c'est compliqué. Sinon. Faut mettre des barrières, faut leur dire, non? J'essaie de mettre des barrières. Non. Les mauvaises copines, par exemple, les copines qui sont pas sympas et il y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver qu'elles soient de mauvais conseils. Et du coup, j'arrive de plus en plus à plus m'imposer. Il a fallu du temps quand même pour m'imposer, mais j'y arrive maintenant. T'as des galères de changement de taille entre... Oui. Parce qu'en fait, on veut tous... Il y a des bébés tous les ans. Ah ouais. Tous les ans. Ah ouais. Donc voilà, on fait avec. Chose, mais t'es obligé de super. réadapter. De toute façon, à partir du moment où elle me dit Orlane, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ok, combien de mois? Combien de mois? Voilà. Ouais.
Ça arrive. Après, en général, elles mincissent. Ouais. C'est arrivé une seule fois qu'elle ait pris beaucoup de poids et ça a été compliqué, mais bon, c'est tout. Hein. On les accompagne jusqu'au bout, donc... Est-ce que tu as eu des demandes un peu folles où tu acceptes ou où tu dis non, mais là, non, J'ai eu une demande un jour... J'ai cru que c'était une blague, j'ai cru que c'était un copain qui m'envoyait quelqu'un pour se foutre de moi. Ouais. Parce que c'était ubuesque, c'était lunaire en fait. Et sincèrement, j'aurais pu le faire financièrement, mais je l'ai pas fait parce que je me suis dit je vais me foutre d'elle en fait. Ouais. Parce que c'était ridicule. On veut des détails. C'était quoi la demande? De toute façon, c'est anonyme. C'est anonyme, mais... on ne connaît pas cette personne. Non, mais c'était tout sauf une robe de mariée. C'était quelque chose d'hyper dénudé, de provoquant, Enfin, on était à côté. On était vraiment à côté. Rien à voir avec tout était à mariage, côté. Tout le mariage était à côté, en fait. Et vraiment, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Et j'ai cru à un moment... Mais tout. Il y a eu des noms qui sont sortis, des détails. Il y a une des personnes qui a sorti des mots. Je me suis dit, on se fout de moi, on me teste. Ouais. Et on me testait pas, c'était vrai. Et je me suis dit, comment je vais me dépêtrer de ça? Je veux pas faire la robe. Et t'as pas fait le projet, donc? J'ai pas fait. Et tu sais si le projet a été fait par quelqu'un d'autre? J'ai donné des noms, j'ai dit voilà, je vous abandonne pas complètement, mais c'est pas ma cam. Ouais. Parce que le truc, c'est que, en fait, la mariée, c'est ma publicité. Bien sûr, aussi. Si j'avais accepté cette demande, si d'autres personnes voyaient cette robe et qui me disaient, voilà, elle est capable de faire ça, j'avais pas envie. Oui, puis c'est pas du tout en phase avec ce que t'aimes créer. Donc, pas du tout. Vrai, c'est plus moi, je pars du principe que mon nom et c'est mon étiquette en plus, c'est vraiment mon nom, donc je me dis toujours, à chaque mariée, je me visualise toujours que lors de son mariage, il va y avoir quelqu'un que je connais, dont je suis... j'ai besoin qu'il soit fier de moi. Et du coup, je me dis, tiens, s'il est là, qu'est-ce qu'il dirait? Alors, je me visualise quelqu'un. T'as été invitée à des mariages de celles qui ont... Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Ouais. Le tout premier, j'ai pleuré parce que je suis arrivée complètement anonyme. Je connaissais pas grand monde, sauf la maman, mais voilà, je suis restée dans mon coin. Et le marié était là, donc je savais pas trop comment me positionner. Et tout d'un coup, elle est arrivée et quand elle est sortie, il s'est mis à pleurer. Et quand j'ai vu cette émotion, je me suis rendu compte, moi qui suis pas très mariage, je me suis dit, ah ok, d'accord, donc en fait, vraiment, tu fais quelque chose de bien. Et voir sa joie, je suis repartie bosser, je pleurais dans ma voiture, j'étais contente, j'étais fière. Quand ça t'arrive, cette émotion-là, est-ce que tu te bases sur ça pour des prochaines créations ou tu fais vraiment du sur-mesure à chaque fois? Vraiment du sur-mesure, ouais. Il n'y a pas de choses redondantes ou... Non, non, pas du tout. Je pourrais pas dire qu'il y a quelque chose qui me caractérise parce que... Alors, il y a des gens qui me disent que si, on comprend que c'est moi, mais moi, je trouve les robes sont tellement toutes différentes parce que tous les caractères sont différents. Alors évidemment, si elles choisissent la même dentelle, elles veulent un dos nu, etc., on peut vite tomber dans le... Mais en fait, au bureau, au showroom, il y a 10 paniers avec 50 morceaux de dentelle différents. Enfin, il y a vraiment moyen de choisir. L'idée du sur-mesure, c'est d'aller jusqu'au bout. Si elles veulent, elles peuvent même créer leur propre broderie. On va au bout du bout. Ah oui. Ouais. Si elles ont envie de rester dans des choses plus communes et de choisir la dentelle qu'on voit partout, voilà. Mais moi, ça m'ennuie, en fait. Elles peuvent choisir un motif, par exemple? Elles peuvent choisir un motif, elles peuvent le créer. Ouais, dans la limite du raisonnable. Dans la limite de leur budget, en fait. Et puis faut que ça aille aussi avec... Oui, voilà, c'est ça. Si c'est ça. T'as une touche de mauvais goût dans le truc. Ouais, voilà, ça j'aime. Le mauvais goût, c'est compliqué. Ouais. Et il faut le canaliser. Ou alors, parfois, on va trop loin, elles veulent aller trop loin. C'est difficile, et je les comprends, de choisir entre des boutons de la dentelle et ci et ça, etc. Et moi, je leur dis toujours, on fait pas un sapin de Noël. On fait une robe de mariée et il faut que ce soit subtil, il faut que le détail puisse se voir. Si on en met trop, on voit rien et on voit juste le mauvais goût. Donc, qu'est-ce qui serait justement un détail de mauvais goût? C'est déjà de trop vouloir en mettre, et après, justement, par rapport à la robe de mariée, le détail qui tue, c'est par exemple le blanc, le blanc feuille A4. Une robe, aujourd'hui, les matières, les étoffes sont un peu plus colorées ivoire. Ça reste blanc, mais trop blanc, en fait, c'est mauvais pour le teint. Ça fait presque cheap, même si la matière coûte un bras. Le blanc, c'est pas, voilà. Ah oui, d'accord, parce que moi, dans l'imaginaire, c'est vrai qu'on pense au blanc. On dit la robe blanche, mais en vrai, elle n'est pas blanche. Non, et d'ailleurs, c'est pas le moindre détail, c'est
d'office, je leur donne un échantillon de leur matière parce qu'il faut que la chemise de monsieur soit pas blanc non plus, sinon c'est pas. Ah ouais, ça fait enfin ça fait. Ouais. Mais en général, ils le savent, ceux qui travaillent l'homme, le costume de mariée, ils proposent plein de blancs différents. En fait, il y a 1000 blancs, mais le blanc, pas possible. T'as aucune relation avec la partie adverse entre guillemets sur la création, faire une alliance ou quelque chose? Non, pas du tout. C'est arrivé au tout début, mais c'est super compliqué de faire de l'homme, donc j'en vois chez des gens dont je suis certaine, mais non. C'est compliqué de faire de l'homme ou c'est l'homme qui est compliqué? Non, je pense qu'il est peut-être même moins compliqué que certaines femmes. Ouais, c'est bon, là, un short, et puis... Non, je suis à l'aise. C'est un métier. Moi, j'ai choisi d'apprendre à travailler la femme. J'aurais pu choisir l'homme ou l'enfant. Et non, c'est un tout autre métier d'être tailleur pour homme. Est-ce que tu as déjà fait un double d'une robe que tu avais faite pour l'exposer? Tu vois, un modèle, tu t'es dit, là, j'ai atteint une espèce de perfection, et tu demandes à la mariée, je peux la refaire juste pour moi, pour montrer en exemple? Non, tu fais pas? Non, je peux pas parce que la robe porte son nom. Elle sera créée une fois. Et d'ailleurs, une fois qu'elle est mariée, je jette ses patronages pour ne pas les refaire. Oui. Ouais, je les jette complètement. Et donc, tu fais quoi? Tu vas tu prends des photos de la mariée quand même pour avoir un petit peu... Ah, bien sûr, je prends des photos pendant le showroom, pendant ses essais au showroom. Et après, en général, elles m'envoient leurs photos. Il y a des robes, effectivement, que je vais... Au moment de la livraison, c'est un déchirement. Je me dis, waouh, j'étais super fière de cette robe. Alors, par contre, il va y avoir des détails que je vais reprendre, une façon de superposer le devant sur le dos. Il y a des petits détails qui me plaisent, que j'ai trouvé grâce à elle et que je vais reprendre, mais sur une toute autre forme. Est-ce que tu fais face à des tendances où tu as 10 mariés d'affilée qui te demandent la même chose? Oui. L'encolure américaine cette année. Ah ouais. Ouais, et je leur disais d'ailleurs, oui, je sais l'encolure américaine, mais vous allez tout être comme ça. Donc, et en plus, ça va pas à tout le monde, mais toutes les créatrices ont eu ce truc-là. Là, cette année, c'était l'encolure américaine, alors que 2 ans auparavant, on leur proposait ça. Non, pas du tout. Donc, il y a quand même un courant mode dans la robe de mariée. Et t'as des cycles, t'as des retours de modèles? Oui. À un moment donné, elles voulaient plus de voile du tout. Là, aujourd'hui, elles veulent du voile et le voile avec la dentelle et pourquoi pas celui qui revient devant et qui se retourne. Alors qu'avant, on disait ça, mais on était... Ça fait vintage, entre guillemets. Ouais, ça fait vintage, mais ça revient à la mode. Donc, et ça, tu le vois, encore une fois, dans le côté social. Il y a des chiffres sur le mariage, il y a des années sans, des années avec. D'ailleurs, là, je crois que 2025, il y a 270 000 mariage. C'est une belle année. Apparemment, c'est une belle année. Meilleure année depuis 2002, ou un truc comme ça. Ou ou 2005. Okay. Vous vérifierez de votre côté si vous êtes curieux de ces détails-là. Mais toi, tu dois le ressentir beaucoup, ça, non? Tu te dis une année, il y a moins de... Est-ce que... Alors, c'est compliqué parce que comme on réalise... tout sur mesure, on s'arrête à un certain nombre. Donc, à un moment donné, on s'arrête d'office. Donc, j'ai pas eu, je touche du bois, j'ai pas encore eu à me dire, oh là là, il en manque autant, etc., puisqu'on s'arrête. C'est plus justement en entendant les prestataires autour de moi, les photographes, les maquilleurs, etc., qui me disent, tiens, c'est une année plus compliquée. Après, ça se ressent, par exemple, cette année, ce que j'ai pu percevoir, c'est que en général, c'est un peu comme la rentrée scolaire. À partir du 1er septembre, on commence les demandes de rendez-vous. Et là, cet été, cette année, juin, on avait déjà commandé. Juin est égal au mois de septembre cette année. Donc, on s'est dit, ah ouais, d'accord, ok. Donc, ça commence beaucoup plus tôt. Et je pense que ça explique cette année où il y a beaucoup plus de mariages. Et tu as combien tu peux faire combien de robes par an, justement, par saison? Alors, en pur sur mesure, on essaie de s'arrêter, on veut pas dépasser 25, ce qui est déjà énorme parce que une robe, ça représente entre 6 et 10 rendez-vous. Donc déjà, rien que ça, en termes de présence, que ce soit pour ma collaboratrice qui conceptionne avec moi et moi sur place aussi, déjà rien que ça, faut les placer. Et après, le temps de développer les patronages, les toiles d'essai, les robes, ça nous fait des années bien chargées. En plus, tu passes de mariée en mariée, entre guillemets. Par exemple, tu as rendez-vous le lundi avec une, mardi avec l'autre. Donc, les projets changent constamment, entre guillemets. Oui, c'est ça. Les ressentis, les matières. Alors, on peut... Aujourd'hui, évidemment, on cumule des essais de robes quand elles sont développées, ça y est, quand elles sont démarrées. Mais par exemple, mes rendez-vous à moi, quand je reçois une nouvelle mariée, je ne la connais pas. J'ai même des fois un petit peu mal au ventre en me disant avec qui je vais passer du temps là, en fait, parce que c'est hyper intime. Il faut que ça se passe bien dans les deux sens.
quand elle vient et qu'on passe un peu comme là, on s'installe, on discute, ça peut prendre des fois 2-3 heures. À la fin, je suis vidée complètement et j'arrête. J'arrête. Je peux faire d'autres choses, je peux bosser, mais en termes d'ouverture d'esprit et d'avoir capté toutes ces choses, je ne vais pas prendre une nouveauté derrière. C'est pas possible. Trop d'énergie. Et j'ai plein d'infos. Donc en fait, il faut que je me pose, que je croque, que je note un tas de choses pour son dossier à elle soit OK. Voilà. Et après, une fois que j'ai tout mis noir sur blanc, on peut passer à la suivante. Et à l'atelier, comment tu t'organises en fait? T'as un espèce de, je pense que t'as un mannequin, non? T'as un mannequin, des miroirs, t'as des endroits pour ranger. Est-ce que t'as toutes les matières à disposition dans l'atelier? Oui. T'as tous les tissus, tous les. En fait, la boutique est composée de 2 espaces. Il y a un espace showroom, un espace atelier. Donc en fait, elle nous voit en train de couper les tissus, en train de monter les robes, etc. Elles ont accès à l'atelier. De toute façon, ça se voit de la fenêtre. Et le côté showroom, c'est un peu comme un laboratoire. En fait, il y a effectivement des robes qui sont là, des robes qui existent dans différentes tailles, des robes d'anciennes collections, des robes qui m'inspirent. Tiens, cette matière m'inspire, cette robe, je la réalise et on verra bien. Et en fait, il y a plein de petits morceaux de galon, de dentelle, un peu partout, des perles, des tissus. Et c'est un peu le je dessine dans la mode, mais là on dessine la mariée en fait. Avec tous les détails. Ouais, voilà. Alors des fois elles repartent, c'est l'apocalypse dans le showroom. Il y en a partout. Tout le monde y a été de sa petite recherche, sa petite découverte, et c'est génial parce qu'en fait j'ai de plus en plus l'impression qu'on crée ensemble la robe, vraiment. C'est une robe qu'on porte une seule journée. Oui. Ça, est-ce qu'on a la possibilité de la remettre après? Non, en fait. Alors, ça finit dans une housse. Ça finit dans une housse. Il y en a qui refont des cérémonies 10 ans après. Il y en a qui refont, elles font des anniversaires de mariage. Là, ça fait 2-3 ans, j'ai plusieurs mariées qui m'ont dit qu'elles voulaient reporter leur robe. Et en fait, j'en lance un appel d'ailleurs. Ouais. Ça pourrait être génial. Elle voudrait faire une vraie grosse soirée où toutes les mariées viennent en mariée. Mais c'est vrai que pourquoi pas, à un moment donné, à un anniversaire et tout ça, ça pourrait être sympa. En plus, beaucoup se connaissent. En fait, moi, c'est vrai, je marche qu'avec le bouche à oreille. Donc, quand je disais tout à l'heure que j'appréhendais de rencontrer quelqu'un, plus aujourd'hui parce que je sais qu'elle vient forcément d'un tel avec qui ça s'est bien passé. Donc je me dis que quand elle vient, soit elle est déjà venue, soit elle a entendu parler de ma façon de travailler, elle me connaît et déjà je suis en confiance. Donc et du coup cette histoire de faire cette espèce de soirée là où c'est sympa ça. Ouais, c'est mariage, chouette. on vient tous, tout le monde revient. Voilà, les c'est mariés, ça. la On mariée. faire un défilé et en fait il y a pas de mannequin, il y a pas de, il y a rien à faire en fait. Les filles viennent chacune avec leur robe et elles défilent. Je trouve ça chouette. Ce serait bien d'organiser ça pour une rétrospective de ton travail. Oui, c'est vrai. Oui, parce que ça a vachement évolué. Ah oui. Terriblement, mais vraiment. En termes de matière, quelle est ta matière préférée et celle que t'aimes? Bon, ça reste quand même des matières que t'aimes, mais que t'aimes le moins travailler avec. Alors, j'adore la soie, évidemment, mais il y a plein de soies différentes. Il y a des soies de voir un morceau de tissu en une soirée, c'est magnifique, mais la travailler, c'est parfois très compliqué ou ça rend pas l'effet voulu. Ça peut gonfler, ça peut renvoyer des mauvais reliefs. Enfin voilà, tous les tissus racontent quelque chose de différent. Ça va avec la morphologie aussi de la personne parfois? Oui, il y a des choses qui vont gainer, il y a des choses qui au contraire vont pas aller. Enfin, toutes les matières, par exemple la dentelle va pas à tout le monde. Il y a des mariés qui vont être infantilisés avec certaines matières, d'autres mémérisés, d'autres où vraiment elles sont pas jolies de la dentelle. Enfin, ça va pas à tout le monde vraiment. Tu dois l'imposer ça parfois en lui disant non mais là toi ça te met pas en valeur. Elle le voit. Je suis hyper transparente. Ouais. Elle le voit. Alors elle voit que j'essaye de faire avec ou de trouver une solution. Je suis pas là pour briser leurs rêves, mais je suis là pour. Moi je pars du principe que j'ai pas été les chercher. Elles sont venues vers moi, donc je leur dois la vérité. En fait, j'ai pas envie de les ridiculiser. J'ai besoin qu'elles se sentent belles et qu'elles soient fières d'elles, mais j'ai besoin d'être fière d'elles aussi. Et t'as toujours ce sentiment de fierté, toi, envers elles aussi après, parce que parfois peut-être elles ont combattu certains complexes, certains. Ouais, ma plus belle fierté, c'est quand je trouve que c'est hyper. En plus, pour avoir travaillé dans la mode, c'est hyper facile d'habiller une grande, jolie, bien foutue. C'est facile. Il y a des mariés où je leur dis, mais en fait tout vous va, donc qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a des mariés qui ont pas qui se sentent pas bien dans leur peau. Et elles le savent et on leur dit. Des fois, elles viennent avec les dires de leurs parents qui sont pas toujours faciles à entendre et tout ça. Et moi, je me suis déjà entendu dire à une mariée, mais vous allez voir, on va les estomaquer parce qu'ils ont pas le droit de vous parler comme ça. Il y a quand même une mariée à qui on a dit, mais tu vas pas te marier, tu vas être ridicule. Ah oui, c'est des choses abominables. Ou alors on les sort du magasin en disant, madame, non, on n'aura rien pour vous. Alors ça date, mais ça se passe encore. On est dans le domaine de la méchanceté là. Mais complètement, dans de l'horreur. Ouais. Et j'ai eu un jour une mariée qui, à chaque essai, elle ne se regardait pas. En fait, elle me faisait confiance. Quand elle sortait, le miroir il est énorme, le miroir. Elle ne se regardait pas. Elle regardait sa maman, sa sœur, moi. Elle se regardait pas. Du coup, c'était hyper compliqué. Je disais ça, on fait ça. Est-ce qu'on fait ça? Je vous fais confiance. Donc, c'était hyper angoissant. Et le jour où la robe a été faite dans les bonnes matières, parce qu'il y a une toile intermédiaire entre deux, enfin plusieurs essais toiles, le jour où il fallait bien qu'elle se voie, elle est sortie et en fait, elle s'est regardée et on l'a tous entendu et elle a fait ça, elle a fait « je suis belle ». Mais elle l'a dit, c'était un balbutiement. Et on a toutes eu les poils, on pleurait toutes. Et ça a été un moment terrible. Vraiment, ça, c'est ma plus grosse fierté. Il y a des moments comme ça géniaux, très émouvants. Est-ce qu'il y a eu des accidents, tu vois, une mariée qui, à la fin, abandonne le dernier moment? Tu sais, on connaît des histoires comme ça. Il y a eu des « je me marierai pas, donc on arrête la robe maintenant ». Ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors, quand c'est d'un commun accord, tant mieux. Oui, c'est super, sûr, voilà. Ouais. Faut pas se forcer. T'as eu des choses de dernière minute? Il y a eu des robes en 3 semaines. Ouais. Il y a eu un truc incroyable, il y a très longtemps, où il y a eu le mariage, il y a eu la robe, etc. Rien n'a changé, sauf le mari en cours de route. Ah, c'est pas le même marié? Mais après, alors dit comme ça c'est violent, mais ça reste une belle histoire d'amour, ça reste une histoire de retrouvailles. Et en fait, ils ont tout gardé, mais ils se sont pas mariés ensemble. Mariés interchangeables. Je pense qu'il y en a un qui a été malheureux quand même dans l'histoire, sûr, mais voilà. Et c'était assez. En fait, elle était venue en me disant, alors là, on doit vous dire un truc. Ok, vous êtes enceinte? Non. Vous voulez plus vous marier non plus, et elle finit par me dire en fait on garde tout, mais j'ai changé de mari. Voilà. C'était combien de temps avant la cérémonie, ça? C'était je sais pas, 7-8 mois avant la cérémonie. Ah oui. Ouais. C'était une histoire, c'était une belle histoire quand même. Un amour de jeunesse qui est revenu. Un amour de jeunesse, qui avait pas été qui était au bout finalement. Ouais. Alors ça a dû faire des petits dommages collatéraux, j'imagine, sûr, mais voilà. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, j'espère que de l'autre côté, ça a été... De toute façon, ça devait peut-être arriver ce moment-là, donc voilà, il fallait mieux que ça arrive là, au final. Mieux avant qu'après. Oui. On va partir un petit peu chez toi, dans ton domaine à toi. T'habites dans une maison ou un appartement? Une maison. Donc si tu veux bien, on va aller chez toi juste après, mais avant, on va se faire le petit jeu des détails. Ok. Petite coutume à l'écoute des détails. Je te donne des petites questions, il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu peux avoir le choix des 2 réponses aussi si tu veux, tu es totalement libre. Est-ce que tu es prête? Ok. Si je te dis dentelle ou tulle? Je dois juste dire le mot ou je peux développer? Ah non, tu peux développer. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, quand on entend tulle, on pense au jupon, à la danse, au tutu, mais en fait, il y a des tulles brodées qui sont des similaires de dentelle. Donc c'est compliqué. Donc je peux pas choisir. Donc on dit les 2. On dit les 2. Perle ou broderie? Broderie. Perle brodée. Broderie perlée. Voilà. Ça existe. Ivoire ou blanc pur? Ah bah voilà, ivoire. Bustier ou pas bustier? Il y a des très beaux bustiers, ça peut être... Si c'est un bustier où on vient y mettre des livres, c'est pas possible. Non, si c'est vraiment bien fait, bien travaillé, bien structuré, ça peut être très beau. Mousseline ou satin? Mousseline. Première intuition ou réflexion? Première intuition. Croquis ou drapé sur mannequin? Les 2. Premier essayage ou dernière retouche? Premier essayage. Je déteste les retouches. Je pourrais arrêter ce métier à cause des retouches. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, j'en ai fait un burn-out, vraiment. Les retouches, c'est terrible. Du coup, là, j'ai le bonheur d'avoir une collaboratrice en or. Qui s'occupe des dernières retouches? Qui s'occupe de plein de choses. Voilà. Et en fait, moi, j'ai 2 métiers, le métier styliste et modéliste. Donc, j'ai la moitié des 2, finalement, parce que j'ai appris les 2. Elle a entièrement appris le modélisme, ce
qui fait que elle a le bonheur de quasiment jamais avoir de retouches. C'est parfait. Donc je lui dois une fière chandelle. Parce que si en plus elle s'appelle Claire et je lui fais un énorme bisou. On l'embrasse aussi. Attention, mairie ou église? Les deux, j'ai pas à juger. Et enfin, riz ou pétales de rose? Si les pétales de rose viennent salir la robe, non, je suis pas d'accord. Attention, c'est propre, c'est neuf. C'est ça. Merci pour ces détails, Orlane. Si tu nous l'autorises, on va aller un petit peu chez toi, dans ta maison. J'arrive. Est-ce que je dois retirer mes chaussures? Non, sauf si tu restes quelques jours. D'accord. Mais si c'est pour une soirée et tout ça, non. Est-ce que tu as des enfants? Une fille. T'as une fille. Ouais. Est-ce que tu partages l'espace chez toi comme l'atelier? Est-ce que tu as la même façon d'être organisé à l'atelier qu'à la maison ou pas du tout? Alors déjà, j'ai mon bureau où je fais tout ce qui est créatif chez moi. Et en fait, oui, parce que je pourrais vivre avec une camionnette, je déménage tout le temps, donc il y a des meubles qui sont à la maison, qui finissent à la boutique, et d'autres qui viennent de la boutique, et c'est assez interchangeable. C'est deux univers différents. Bien sûr, il n'y a pas de dentelle à la maison, mais c'est moins poétique, moins romantique, mais il y a quand même un même goût. T'es quelqu'un qui est plutôt organisé ou tu vois, joyeux bordel ou... Je suis joyeusement organisée. Joyeusement organisée. Comment tu fais pour t'organiser? Parce que tu dois avoir plein de matières, etc. Donc ça, à l'atelier, mais à la maison, c'est pareil. Si t'es joyeusement organisé, qu'est-ce qui rend joyeux ton organisation? Alors déjà, j'aime organiser, vraiment. J'aime trier, j'aime écrire, j'aime ranger. Et j'ai besoin, j'ai ma tissutech, en fait, moi, j'ai besoin, pour être organisée dans ma tête, j'ai besoin d'être organisée dans mon espace. Et à la maison, c'est un peu pareil. Et ça passe par des meubles de rangement spécifiques? Oui, des tiroirs un peu partout, des malles, des caisses. Ça m'empêche pas de chercher, hein, mais je sais que c'est quelque part. Il y a un petit peu de maniaquerie ou pas du tout? Ouais, peut-être, un peu. Tu l'as transmis ça à ta fille? À ma fille, ouais. Donc, maman, elle vit encore chez toi ou pas? Oui. Ouais. Ah oui, donc on arrive là, c'est nickel. Ouais, et c'est nickel dans sa chambre. Ça n'a pas toujours été, mais ouais, j'ai la chance qu'elle soit à la fac, mais qu'elle a quand même envie de rester à la maison, donc c'est un bonheur. Et ce côté orga, tu l'as dans tout, par exemple dans la cuisine, pareil? Ouais, j'organise tout. Partout. Ouais. J'organise tout. En fait, je pars du principe que si on s'évertue à plus ou moins tout remettre à sa place, en fait, on se tape pas tout le samedi à se taper tout le rangement, voilà. En fait, on remet plus ou moins et on entretient petit à petit tous les jours, voilà. Mais, ouais. Tu penses que ça t'offre un petit espace de liberté pour laisser place à la création, que tout soit. Ouais. Si c'est trop le bordel, si je m'y retrouve pas, je vais pas y arriver. J'ai besoin, mais que ce soit ordonné, mais pareil, que j'ai répondu à tous mes mails en attente, que voilà. Il faut que je sois libre pour aller dans ma créa et me lâcher complètement. Est-ce que tu as un dressing de fou furieux? J'ai la chance d'avoir une nouvelle maison où il y avait un dressing, donc on l'a gardé. Bah oui. Évidemment. Bon, la dame n'a pas voulu laisser ses vêtements. C'est un peu dommage. Elle avait bon goût? Elle avait l'air d'avoir bon goût. Ouais. Il y avait quelques paires de baskets là qui étaient plutôt pas mal. Et ça, c'est un kiff pour toi? Ah ouais, c'est un kiff. Oui, parce que du coup, tout est là, il y a qu'à choisir. Non, c'est génial. Tu t'arrêtes devant parfois et tu regardes, tu te dis t'as des façons d'organiser les matières avec les matières, Oh ouais, quand même, j'avoue. Alors pas les matières, mais les camailleux de couleur, les saisons d'office. Alors quand je suis arrivée, que j'ai vu le dressing, je me suis dit je vais pouvoir tout mettre. Et en fait non, je mets soit que l'hiver, soit que l'été. Voilà. T'es obligé de faire la fameuse rotation. Après je partage mon dressing, hein, monsieur, mais ses affaires aussi. Est-ce que ta fille te pique des vêtements? Complètement. On s'échange des vêtements et des fois c'est pratique. On craque on fait du shopping ensemble pour être sûr qu'on passe pas à côté d'une pièce parce qu'on se l'achète pour nous deux. Ah oui. Ça aide. Et vous avez un planning non, demain soir c'est moi qui mets celle-là. Ouais. En fait, la seule règle, c'est que si je me suis acheté un truc, je le mets en premier. Ouais. Et du coup, elle attend des fois que je le mette pour pouvoir le mettre derrière. Si tu avais un conseil de rangement, d'organisation, tu vois, pour des auditeurs, des auditrices qui aussi, par exemple, aiment les vêtements ou voudraient avoir un dressing, est-ce qu'il y a un petit tips que tu pourrais leur donner pour ou alors qu'ils prennent soin des matières Prendre soin des matières, ne rien jeter, tout revient un jour à la mode. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Est-ce que le cintre est un ambassadeur? Ouais.
Il faut. Moi, j'en connais qui me demandent de faire sécher sur cintre. Mais oui. Avec les boutons attachés et tout. Ouais, non, mais le vêtement est déjà en train de vivre sur cintre. Ah oui? Bah ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dans une boutique, je pense que si le même produit plié en 4 sur une pile est en train de vivre sur le cintre, en plus, attention s'il est défroissé, parce que s'il est froissé, ça sert à rien. Mais s'il est là, prêt à être porté, on craque vachement plus facilement. Et à la maison, c'est pareil. Alors tu dis, quand tu vas choisir tes vêtements, si c'est sur cintre, ça m'attire plus. Ouais. Sauf les pulls en laine, où là, juste la couleur, la matière, ça m'attire. Ah, tu m'as donné envie de me réorganiser parce que moi, pour le coup... On va aller faire du shopping après. Voilà. Et puis, on va aller faire un tour dans mon non-dressing pour que tu me donnes quelques conseils parce que c'est pas encore ça. On termine toujours les podcasts avec un chemin de curiosité pour nos auditeurs, nos auditrices. Tu vois, j'aime bien... je pense que c'est il faut toujours être curieux dans la vie. Et on aime bien demander, toi, ce qui t'a rendu, qu'est-ce que tu t'aimerais transmettre dans cette curiosité? Alors ça peut être un artiste, ça peut être une musique, un film, un livre, un lieu. T'as le temps de réfléchir, hein, mais tu vois que ceux qui nous écoutent puissent avoir la curiosité d'aller voir ton conseil et de se dire tiens, ça a apporté quelque chose dans ma vie. Moi j'adore transmettre et là c'est l'occasion pour toi aussi de le faire. J'adore transmettre aussi, j'adore si j'ai des stagiaires, jamais je vais la laisser sur un coin en train de nous regarder, ça sert à rien. J'adore leur apprendre mais de manière très naturelle, je les invite à faire tout ce qu'on est en train de faire avec nous. Donc transmettre quelque chose c'est compliqué. Par contre il y a des choses qui me transportent. Je trouve qu'il y a des gens qui demandent à être connus. Donc t'invites à la curiosité de l'autre. J'invite à la curiosité de l'autre. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, alors la curiosité de l'autre parce que je trouve que tout le monde a quelque chose d'intéressant, quelque chose à dire en règle générale, si on essaie de bien s'entourer, bien sûr. Mais par exemple, j'ai quelqu'un en tête, tu dois connaître Lucky Love. Il m'émeut énormément parce qu'il a une singularité, une introspection. Il arrive à assumer quelque chose que moi je ne sais pas. Il assume et il en est fier. Et là où moi j'ai passé ma vie à essayer de cacher certaines choses, lui il le fait fièrement et il me fout une claque en fait. Ouais. Finalement, par procuration aussi, le fait qu'il assume, ça te permet d'assumer aussi. Ouais, je me dis que dans ma vie, on m'a dit plein de fois d'assumer certaines choses que j'ai toujours cachées. Je me suis toujours dit, si les gens savent ça, ils viendront pas à moi. Et en fait, petit à petit, ce problème de santé, finalement, c'est vu. C'est ressenti à certains moments et finalement ça m'a jamais empêché, mais quand même je le cache. Et lui de le voir sur scène, en plus j'étais pas du tout là moi pendant les Jeux Olympiques, donc j'ai pas vu cette mise en lumière. Et j'ai d'abord été séduite par sa musique. Un jour je l'ai vu et tout d'un coup quand je l'ai vu enlever sa veste et assumer comme ça, j'étais estomaquée, mais vraiment et je pense qu'aujourd'hui on est dans une société où de plus en plus on s'assume et tant mieux, c'est génial. Il y a les deux, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de jugements hâtifs et rapides et d'un autre côté des gens qui s'assument pleinement et qui sont totalement libres. C'est vrai, mais pour dire merde aux jugeurs en fait. C'est bien, ça fait une bonne bascule. Merci Orlane. Merci. Si on veut découvrir ton travail, le mieux c'est sur Instagram? Oui, complètement. Et un site internet. Qui est orlaneherbin.com. orlaneherbin.com. Tout simplement, efficace. Tu reviendras? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été à l'écoute des détails d'Orlane Herbin. N'hésitez pas à le partager si ce podcast vous a touché. Rendez-vous sur 5plus pour tous nos contenus, tous les détails de nos contenus et pour toutes nos inspirations quotidiennes sur 5.com. À bientôt. À l'écoute des détails, le podcast à retrouver sur 5plus.